Absolument. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Nous allons commencer tout de suite dans le vif du sujet. Actuellement, l'opération Embouchure se poursuit à Mayotte. On voudrait juste savoir quelle est la position de l'État comorien en ce moment, parce que l'opération se poursuit malgré qu'ils ne peuvent pas rapatrier les expulsés, comme ils disent. Non, mais depuis toujours, la position du gouvernement comorien est la défense de l'intégrité territoriale. La comoriennité de Mayotte ne se discute pas, ne se négocie pas et ne se vend pas. Donc l'opération Embouchure, qui est destinée à peut-être maintenir la stabilité, la sécurité dans l'île, a été vendue et narrée par des élus mahorais comme étant une opération contre les habitants de Grande Comore, de Moélie, d'Anjouan, contre les Comoriens, entre guillemets, comme ils disent, et qu'il fallait détruire leurs habitations, les chasser de Mayotte, etc. Donc la position du gouvernement comorien est claire. L'île de Mayotte fait partie de l'ensemble comorien. Les Comoriens des trois autres îles qui sont à Mayotte sont chez eux. Maintenant, ils ne sont pas les responsables de cette violence qui est palpable et qu'on connaît. Il faudrait peut-être que le remède que l'on veut apporter ne soit pas pire que le mal. Si l'on veut revenir aux origines de cette question, parce que moi j'entends les élus mahorais dire nous on a choisi d'être français, etc. Les mahorais n'ont pas choisi. On a choisi pour eux. C'est le gouvernement français de l'époque qui a choisi pour eux, en agressant et en transgressant le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, c'est-à-dire que le territoire colonial, selon le droit international, devient le territoire indépendant. Dans le changement et dans la transition de l'État colonial à l'État indépendant, c'est tout le territoire colonial qui devient territoire indépendant. Et encore, il faut bien le dire, il ne faut pas travestir l'histoire, ni faire un révisionnisme historique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la capitale de l'archipel des Comores, encore colonie française, était à Dzaoudzi, la principale ville de Mayotte. Jusqu'en 1963, la capitale était transférée de Dzaoudzi-Mayotte à Moroni en Grande Comore, avec la bénédiction et la volonté des autorités françaises. Le haut-commissaire s'appelait Duval à l'époque. On ne va pas me dire aujourd'hui que cette île qui abritait la capitale d'un archipel n'est pas véritablement partie intégrante de cet archipel-là. Donc Mayotte est comorienne, ça a été prouvé. En 1841, comme on dit, Mayotte est devenue française. Oui, parce que Mayotte a été vendue par le roi Andrian Ansouli, qui est malgache, qui a été chassé du pouvoir, qui a été récupéré par le roi de Mayotte, et qui lui a donné une partie de l'île pour pouvoir s'installer avec sa suite. Ce roi-là a fait un coup d'État, appelons ça comme ça aujourd'hui. Il a récupéré l'île entière et il l'a vendue à la France, moyennant quelques piastres, la monnaie de l'époque, et puis l'envoi de ses enfants à l'île Bourbon, l'actuelle Réunion, pour des études. Donc à cette époque-là, Mayotte n'a pas choisi, mais Mayotte a été vendue. Et c'est cette même puissance qui a acheté, qui a colonisé les trois autres îles, ensemble, dans une unité administrative et une unité politique, pour faire l'archipel des Comores, qui est devenu colonie française, avec la capitale à Dzaoudzi, pour devenir un État indépendant par la suite, selon la loi internationale. Donc maintenant, tout ce qu'il y a eu, la vraie problématique, c'est quoi? C'est que l'accélération de l'institutionnalisation de Mayotte, le statut de Mayotte institutionnel a été accéléré. On est venu greffer une départementalisation sur une société traditionnelle, ça n'a pas marché. La départementalisation est un échec parce qu'elle a disloqué la société traditionnelle mahoraise, elle a cassé les familles. Vous avez les gagnants de la départementalisation et les perdants qui sont plus nombreux. Donc aujourd'hui, les gagnants de la départementalisation sont en train encore une fois de manipuler l'histoire et de faire en sorte à ce que l'on trouve des boucs émissaires parmi toute la population qui habite là-bas. Comment expliquez-vous que ça fait quelques jours depuis le lancement de l'opération Embouchure, on ne voit que des élus mahorais dans les médias français et qui racontent justement la même histoire, ce qu'on peut dire peut-être une falsification de l'histoire, et qu'aujourd'hui, les médias français ne viennent pas justement demander une autre version, mais on a l'impression qu'il y a une version. Mais oui, mais il faut voir ces médias-là, leur ligne éditoriale. La plupart de ces médias-là, ce ne sont pas des médias d'information, ce sont des médias d'opinion.
il relaie les propos des partis extrémistes pour finalement essayer de faire à ce que cette question-là ne soit vue que d'un seul angle. Moi, j'aurais aimé qu'ils viennent me demander. Europe 1 avait fait un éditorial de M. Vincent Rouvouette qui a véritablement non seulement disqualifié le métier du journalisme, mais qui a raconté des choses qui sont véritablement abominables, injurieux pour l'État comorien et ses dirigeants. J'ai écrit au directeur général d'Europe 1. Dernièrement, la chaîne CNews, dans un débat sur le de Mayotte, le journaliste principal qui a animé l'émission d'un ton très suffisant, inacceptable. Bon, il y a eu de la suffisance, il y a eu du mépris, il y a eu de la condescendance, il y a eu du racisme, tout ce qui a été dit. Mais Cécile a dit des choses qui ne sont pas acceptables. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit de tels États, ça s'achète ou ça se menace. Les gens rigolent et elle dit, ben oui, je vous dis la vérité. Donc quand on tient des propos comme ça, quand on est un intellectuel, une élite, et qu'on raconte des choses comme ça, c'est oublier la réalité des relations internationales et savoir que la France aujourd'hui, plus que jamais, a besoin d'amis et de partenaires, et ce n'est pas nous. Où la France a vécu chez nous pendant près de 200 ans, 150 ans de colonisation et près de 47 ans de présence tout le long de l'indépendance. C'est pas nous qui allions aujourd'hui faire une révision de l'histoire et dire, etc. Mais ce qui est recherché, c'est quoi? Il y a un deal entre les dirigeants mahorais, les gagnants de la départementalisation, qui d'abord agissent pour leur carrière personnelle. Ils sont en train d'investir pour leur épanouissement personnel, pour leur carrière. Plus certains médias ici qui sont véritablement de l'extrême ou de la droite extrême, qui voudraient que nous coupions nos relations avec la France. Ils attisent le feu, ils racontent des choses qui sont véritablement honorables pour faire monter la tension, pour que nous cassions nos relations, pour que nous soyons en dispute et dans une tension absolue avec la France. Ainsi, la question ne s'évoquera pas. Mayotte pourra échapper à toute discussion et Mayotte restera tranquillement française. Donc nous n'allons pas nous jeter dans ce piège. L'extravagance du propos, la haine, la xénophobie, le racisme qui ressort des propos de certains dirigeants mahorais prouve bien que nous avons raison dans notre capacité à tenir avec la France un dialogue exigeant, juste, équitable. Justement, monsieur l'ambassadeur, en parlant de dialogue, le président comorien, dès le début de l'opération, il a parlé justement de ce dialogue. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est de ce dialogue, parce qu'on a l'impression que la partie française reste muette. Non, mais tout ne se dit pas publiquement. La diplomatie ne s'étale pas sur la voie publique. Nous avons des négociations, des discussions, des contacts, etc. Il faut voir comment la société civile, les partis politiques, des dirigeants ici ont pu appréhender l'opération et donner leur point de vue au niveau humanitaire, au niveau diplomatique, etc. Donc nous discutons, mais nous n'allons pas dévoiler tout ce que nous disons, parce que la diplomatie c'est comme ça. On discute. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes fermes. Nous comprenons les dirigeants français quand ils veulent contenir la violence, essayer de sécuriser l'île et puis créer un vivre ensemble commun à tous les habitants qui habitent là-bas. Nous ne comprenons pas cette volonté affichée contre les migrants, comme on les appelle, de 3 autres îles, contre leurs habitations, etc. Des enfants aussi, parce que ces familles-là, ils ont des enfants. Les enfants, ils sont actuellement à l'école. Vous détruisez les maisons, les enfants, ils sont déstabilisés. Ils vont rejoindre les enfants qui sont dans la rue, qui sont le résultat ou la résultante de cette greffe qui n'a pas pris entre la francisation de l'île et la vérité sociale de l'île, la vérité sociologique. On parlait justement de la vérité sociologique que nous avons vu, comme tout le monde a vu sur Internet, la violence, les attaques des gangs dans l'île de Mayotte. Et comment ça se fait que la France, qui administre l'île depuis 47 ans, et qu'aujourd'hui, les Mahorais indexent les Comoriens? Comment ça se fait? Non, mais parce que ils pensent, les dirigeants mahorais pensent qu'en visant les Comoriens des 3 autres îles, en tenant un langage véritablement xénophobe et raciste, une véritable épuration insulariste, cela obligera le gouvernement comorien à monter les enchères et à accuser la France. Voilà ce qui est recherché. Mais je répète encore que couper nos relations avec la France, c'est un large boulevard qui est ouvert à Mayotte pour rester dans le giron français. Donc nous sommes dans un équilibre qui est constant
et qui fait qu'avec la France, nous avons des relations suivies et régulières, des relations stratégiques. Ça marche dans beaucoup de domaines. Sur la question de Mayotte, nous discutons. Et là, nous sommes sur cet équilibre-là. Nous n'allons pas tout polluer, tout amalgamer, etc. Non, on ne s'entend pas sur la question de Mayotte. On s'entend d'ailleurs parce qu'on discute. Mais pour l'intérêt des élus mahorais, qui finalement, bizarrement, je vois ces derniers jours, ont collé le bleu, blanc, rouge sur la joue pour montrer qu'ils sont plus français que les autres. Mais moi, je rigole parce qu'il ne faudrait pas insulter l'avenir. Le rôle d'un dirigeant aujourd'hui, surtout quand on est dirigeant mahorais, c'est d'appeler à la paix, à la sérénité, et savoir que Mayotte ne pourra pas se développer toute seule. L'épanouissement de l'île et de sa population, c'est de réfléchir à un élargissement de la vision pour préparer l'avenir. Mais ce qui a été fait, la départementalisation, son échec, la résultante de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est un échec des élus mahorais qui n'ont pas pu éduquer la population, raconter un roman, un récit qui puisse amener les Mahorais peut-être à bénéficier des retombées financières de la société française, mais comprendre que leur destin est dans un ensemble comorien véritablement maîtrisé. C'est ça qui manque. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a une certaine folie, une certaine précipitation dans le raisonnement de certains élus mahorais qui fait que, voilà, ils sont en train de dire des choses qui sont véritablement abominables. Un appel au meurtre. Un appel au meurtre qui est véritablement condamnable et qu'on n'aurait jamais pu entendre de la bouche d'un dirigeant. On peut se chamailler, avoir toutes les disputes que l'on veut, mais de la façon la plus courtoise et la plus respectueuse. Bon, aujourd'hui, qui est de Mahorais, qui n'est pas de Mahorais? La plupart de ces gens-là, ces personnes-là, ils sont des parents en Grande Comore, à Anjouan et à Mouéli. On sait, d'autres ne sont même pas de là-bas. Mais parce que c'est leurs intérêts, ils sont en train de caresser dans le sens du poil et puis essayer de se créer une crédibilité et une visibilité pour être, voilà, parmi les dirigeants. Et ils oublient qu'il faudra un jour s'asseoir pour discuter de la vérité. Peut-être pas avec eux, parce qu'eux, ils ne maîtrisent rien. La preuve, ils sont en train d'appeler à la violence et à la haine, à la xénophobie. Justement, c'était ma question suivante. Comment ça se fait qu'en 47 ans, il n'y a pas eu un dialogue direct entre la population des îles? Non, mais le dialogue, il faut qu'il soit construit. Pour discuter, il faut être au moins deux. Nous avons entendu la même chose. Je vais donner un exemple. La compagnie Air Madagascar, qui est devenue Madagascar Airlines, a noué de relations pour desservir Dzaoudzi, l'île de Mayotte. À l'époque, on dit au gouvernement comorien, mais les Malgaches, maintenant, ne vous soutiennent pas dans votre quête de l'intégrité territoriale. Mais le gouvernement comorien a réagi. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout ce qui est bon pour la population mahoraise, dans son ensemble, le désenclavement, la capacité de sortir, de revenir, mais c'est bien. Donc nous n'avons pas un problème avec les habitants qui habitent à Mayotte, qui sont des Mahorais ou qui sont à Mayotte. Nous avons un problème avec cette décolonisation inachevée, ce tour de force qui a été fait pour essayer de casser l'ensemble comorien, l'archipel des Comores, et qui fait que jusqu'à maintenant, il y a des ratés, il y a des hoquets, il y a des désagréments qui peuvent trouver une solution dans un dialogue direct et franc. Et le dialogue franc et direct, le président Zali l'a souhaité, parce que finalement, nous nous sommes dit que créer les résolutions, il y en a plein, des Nations Unies, de l'Union africaine, mais ça n'a pas réglé le problème. Ce n'est pas que nous n'avons pas besoin de soutien de la communauté internationale, nous avons besoin d'un dialogue direct avec la France. Nous le faisons. Il est suivi et régulier pour essayer de parvenir à une solution. En parlant de ce dialogue, est-ce que quelque part ce dialogue n'est pas juste de la fumée? Parce que je sais qu'il y a déjà eu le GHTN, si je ne me trompe pas, GTHN, un groupe de niveau bilatéral qui avait lancé des opérations lors de Azali 1, lors de Sambi, lors de Kilo. Et on a l'impression que, comme on dit chez nous, on danse le dialiko. On fait un pas en avant et deux pas en arrière parce que ça n'aboutit pas réellement. Non, on ne fait pas du tango. Vous savez, l'homme raisonne en jours et en années. L'histoire raisonne en siècles. La diplomatie, c'est le temps long, le temps de la politique, le temps de la négociation. Donc, cette affaire du retour de Mayotte, ça prendra tout le temps, beaucoup de temps, pour essayer de trouver les formules qui valent. Moi, je dis, et je le répète ici, qu'on peut être dans la même maison, ne pas être dans la même chambre. On peut être dans la même chambre, ne pas être sur le même lit. On peut être sur le même lit et ne pas se couvrir du même drap. Je laisse la suite après. Donc cela voudrait dire qu'il y a 1001 formules
qui permettrait à ces îles de se retrouver pour réfléchir à leur destin dans une dynamique réfléchie et maîtrisée. Comme un pays des administrations? Qui fera que chaque population se sentira à l'aise. Mais c'est une discussion que nous ferons avec les Français, avec la France, le gouvernement français. Vous savez, ceux qui dirigent la France aujourd'hui, la génération qui gère la France aujourd'hui, elle n'était pas là en 1975. Peut-être que les raisons qui ont fait que Mayotte soit accaparée par la France, peut-être que ces raisons-là n'existent pas aujourd'hui. Il y a toujours cette volonté de la France d'avoir un œil sur le sud-ouest de l'océan Indien, parce que la France est une puissance maritime. Elle est à la Réunion. Mais cela peut se discuter. Mais la départementalisation a été une faute. Cette opération le prouve aujourd'hui. Il appartient aux dirigeants mahorais de réfléchir, ne serait-ce quelques secondes, pour dire que le fait qu'ils soient français, eux, qu'ils aient la nationalité française, ne les empêche pas de réfléchir pour la population. Quand j'ai vu hier un des députés qui sort toute une série de punitions qui devraient être prises contre les dirigeants comoriens, leur refuser, le visa, reprendre la nationalité pour les dirigeants comoriens que la double nationalité française et comorienne, refuser de donner des visas, ceci, cela, etc., etc. Beaucoup de choses qui ont été dites. Couper les relations, refuser les aides, etc., etc. J'ai dit, mais... Le président du Sénat français aussi, il avait souligné qu'il faudrait peut-être envisager des sanctions. Pourquoi ne pas dire il faut aussi que les poules aient des dents, que le soleil se lève à minuit, que finalement les moutons aient des poils, aient des plumes et non pas des poils, etc., etc. Tout ce qui se dit la plupart du temps, ça ne correspond pas au droit international, ni aux règles humanitaires, au droit international humanitaire, ni au partenariat international. Il ne faut pas se leurrer. Donc finalement, il y a une véritable extravagance et une folie qui a pris certains esprits. Les gens sortent des propos et des propositions qui n'ont rien à voir avec la vérité d'aujourd'hui ni la vérité de demain. Je répète encore, il ne faut pas insulter l'avenir. L'avenir est un avenir commun entre les îles de cet archipel pour s'asseoir, gérer le futur ensemble. Tout à l'heure, les dirigeants qui sont en train d'activer le feu, de semer la zizanie, ne travaillent que pour eux-mêmes, mais non pas pour la population. Tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, vous avez souligné un point important qui me frappe, parce qu'en fait, vous avez parlé justement de cette génération qui est là aujourd'hui, qui n'était pas là il y a quelques années. Alors, moi, je me demande, est-ce que la génération qui vit à Mayotte aujourd'hui, qui a entendu une histoire, que ce qu'on entend ces derniers jours, on a l'impression qu'il y a eu deux versions, celle qu'on nous a enseignée aux Comores et celle qu'on les a enseignées, ou bien qu'on leur dise. Est-ce que cette génération-là, il y a quelque part qui peut se sentir comorien comme nous on le sent? Non, mais moi ce que je veux dire, c'est que le récit qui a été fait, la romance, le roman qui a été chanté aux générations, il est assis sur du sable. Il n'y a pas de fondement. On a essayé de tricoter une réalité qui n'existe pas. Donc il faut aller aux faits. Moi je vous ai donné les faits, je vous ai donné les dates, l'orientation, tout le processus jusqu'à en arriver là. À qui la faute? Pas à nous. L'État comorien a toujours tendu la main pour essayer de trouver une solution. Vous avez eu des gens qui sont véritablement extrémistes à Mayotte, qui ont monté les enchères et qui ont voulu que la situation aboutisse. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Parce que là, la violence va continuer, je ne le souhaite pas. Mais ceux qui seront chassés, les jeunes qui sont dans la rue, qui sont les déclassés de la départementalisation, qui ne trouvent pas leur compte, qui n'arrivent pas à se construire un avenir ou qui ne pensent pas à l'avenir, parce que finalement, ils se disent on n'a pas les moyens pour essayer de se construire un destin. Ils ne peuvent pas se poursuivre l'école, ils n'ont pas un encadrement social qui leur permette d'être comme les autres. Mais ces gens-là, ils vont s'en prendre aux élus, ils vont s'en prendre aux autres. On est en train de semer une bombe. Donc on est assis dans cette situation-là sur un baril de poudre qui peut éclater à tout moment. Et c'est très dangereux pour tout le monde. On n'en a pas besoin d'une île de Mayotte en ébullition parce que des politiques publiques mal élaborées, mal ficelées et mal vendues sont allées semer la zizanie. C'est pas possible. Nous comprenons ce qui se passe là-bas. Donc les dirigeants, ceux qui travaillent pour eux-mêmes, pour leur carrière, qui ont un plan de carrière défini, parce qu'ils sont députés, veulent être ministres, veulent être ceci, ils doivent quand même entendre raison et comprendre que la souffrance qu'il y a à Mayotte, c'est une souffrance qui vient de quelque part. Et ce quelque part, on sait ce que c'est. Donc maintenant, ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas seulement comoriens, ils sont malgaches, ils sont des Africains du continent, ils sont sri-lankais, ils font des boulots que les Mahorais ne font pas. Vous avez des femmes de ménage qui sont là du matin au soir, qui touchent 200 €.
Vous avez des gens qui travaillent dans les champs. Les champs, ils appartiennent à l'élite. Vous avez des Maoris qui sont allés voir les maires, qui ont demandé des terrains, on leur a donné des terrains, ils ont construit ces maisons en tôle, etc., qu'ils ont mis en location. Chassez tout le monde et on va voir ce qui va se passer, mais ce n'est pas la solution. Donc au fond, on est en train de faire une fuite en avant qui n'apportera rien de positif. Vous avez souligné que la partie comorienne a toujours avancé des solutions de négociation avec la partie française. Est-ce que vraiment la partie française a la volonté? Parce qu'on a l'impression qu'on revient sur la même histoire. Oui. Des réunions, des rendez-vous. Oui, parce que ça marche petit à petit. Vous savez, on est dans une démocratie d'opinion. Vous voyez ce qui se passe. Il faut tenir compte des avis des uns et des autres, des expressions. N'oubliez pas que le 101e département s'est inscrit dans la Constitution. Donc, si on relit l'histoire, vous aviez des départements qui se sont retransformés en territoire d'outre-mer, etc. Cela a existé. Donc, tout dépend de la dynamique et de la volonté politique. La volonté politique est là. Nous essayons de la construire et construire un dialogue constructif où il y aura, à la fin, ni gagnant ni perdant. Ça sera la raison qui aura gagné, le droit international qui aura gagné et les intérêts bien compris des deux pays, donc de la France et des Comores. Donc au fond, la France est une puissance qui est partout sur tous les continents. Donc il ne faut pas la rabougrir, cette puissance-là. C'est une puissance humaniste qui a toujours essayé d'avoir des solutions aux multiples problèmes qui se posent sur le droit humain. N'oublions pas tout ce qui a été fait dans ce pays et l'héritage humaniste de la France. Donc on ne va pas aujourd'hui dire que ce pays-là va être un pays colonialiste, un pays extrémiste, etc. Même s'il y a des extrémistes et des extrêmes. Mais je suis certain que la volonté politique gagnera, que l'on construira quelque chose qui permettra à ce que les deux pays aient des relations très denses, surtout que nous avons beaucoup de Comoriens qui ont la double nationalité, qui ont choisi de rester dans ce pays, qui sont français et Comoriens, et que la destination du Comorien, c'est véritablement la France, parce que c'est la France qui nous a accompagnés pendant 150 ans. On partage une culture, on partage des valeurs. Quoi qu'en disent ceux qui sont contre le gouvernement, qui parlent de dictature, etc., quand vous avez des partis politiques qui s'expriment de la façon la plus violente et la plus exigeante. Donc nous, ce qu'on dit, nous construisons un dialogue, nous construisons une situation qui nous permet d'avancer. On avancera pas à pas, mais l'essentiel, c'est ce que nous sentions, cette volonté-là de discuter. Donc, resserrer les liens avec la France, oui. Dynamiser et densifier ce qui peut l'être dans tous les domaines, oui, et 3 fois oui. Défendre la communauté de Mayotte, c'est 1000 fois oui. Et ça sera toujours comme ça. Monsieur l'ambassadeur, le ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement comorien, est revenu justement sur la convention de juillet 2019. Le président du Sénat français, il a indexé le gouvernement comorien ne va pas respecter la convention. Finalement, qui n'a pas respecté la convention de juillet? Non, mais écoutez, chacun voit midi à sa porte. Hein. Chacun lit cette convention-là de la manière elle l'interprète à sa façon. Donc, une convention, c'est une dynamique. Chacun essaie, il y a toujours des interprétations. Quand cette convention a été signée, c'était pour faciliter une capacité de limitation des morts entre Anjouan et Mayotte. Il y en a eu des milliers. Donc, c'était aussi pour casser ceux qui sont les marchands de malheur, les propriétaires de Kwassa, qui transportent des gens sans aucune sécurité. Nous disons, quand les Français disent il y a une immigration, nous disons c'est un mouvement de population. Déjà, sur ce langage-là, évidemment, chacun interprète à sa manière. Vous avez les propriétaires de Kwassa que nous ne soutenons pas. Parce que ce sont des marchands de misère. Ils achètent la misère des gens, de ceux qui veulent voyager. Vous savez, le bonheur est toujours sur l'autre rive. Quand on est ici, on dit c'est mieux là-bas. Quand on est là-bas, on dit c'est mieux ici. Les gens voyagent, on est des insulaires. On aime bouger surtout à l'intérieur d'un ensemble archipélagique. Mais ce qui a été fait, on a dit, les Comoriens qui sont expulsés, à cette époque-là, on ne peut pas les refuser dans la généralité d'une façon globale et générale. Maintenant, ça dépend de comment on fait. Donc aujourd'hui, on a dit non, parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous envoie des personnes qui ne sont pas Comoriens. D'abord. Ensuite, ils sont chez eux, les Comoriens, à Mayotte.
parce que c'est un territoire comorien, même dirigé de fait par la France. Donc certains sont allés chercher dans cette convention-là matière à taper sur le gouvernement, à casser du sucre sur le dos des dirigeants, et même on a même insulté l'ancien ministre des Affaires étrangères, une éminente personnalité, un diplomate chevronné, qui lui a signé en sa qualité de ministre des Affaires étrangères. Mais quand même, c'est trop exagéré. Il ne faut pas aller dans cette volonté de vouloir trouver la faute et la bêtise chez le gouvernement comorien, interpréter n'importe comment. À cette époque-là, à ce moment-là, plus que jamais, on doit être unis et solidaires. Il ne faudrait pas laisser les ennemis de la réintégration de Mayotte dans l'ensemble comorien, trouver une faille pour diviser les Comoriens. Donc ceux qui rentrent dans cette faille-là, ils aident Mayotte à rester français. Monsieur l'ambassadeur, qui protège les frontières maritimes des Comores? Nous avons une convention avec la France sur la sécurité maritime. Pourquoi? Parce que vous avez des pétroliers qui viennent laver leur cale dans nos mers, ils polluent la mer. Cette pollution véritablement gêne la biodiversité, tue les poissons ou les infecte et nous les consommons. Donc il faudrait avoir la capacité de surveiller notre territoire maritime. Deuxièmement, vous avez une pêche illégale. On pille le poisson comorien par des bateaux qui viennent, qui font du pillage comme un véritable... Voilà. Vous avez ensuite des trafics internationaux qui se font dans les mers comoriennes la plupart du temps. Donc tout cela, il fallait le surveiller. Nous n'avons pas la capacité. Et nous avons signé des accords avec la France pour la surveillance de nos frontières maritimes. Et la plupart dans ces surveillances-là, vous avez des Comoriens, la garde-côte comorienne qui est à bord, etc. Ils font ce travail-là. Si on ne le fait pas, on ne protège pas nos frontières maritimes. Et nous sommes obligés de faire un partenariat avec d'autres puissances. Mais comme la France est là, elle est à La Réunion, on a une dynamique de coopération qui est bonne. Nous avons estimé signer cet accord-là avec la France pour la surveillance. Comment ça se fait que la France, qui est dans le top 5 des armées du monde, n'arrive pas à surveiller un trajet de 70 km de mer? Non, mais justement, c'est là où l'on doit comprendre la dynamique de la diplomatie et la capacité de la gouvernance et le tact dans la gestion de ces affaires-là. Quand les gens disent on devrait, on peut, il y a quand, il y a qu'à-t-on, il y a qu'à fait-on, il faudrait comprendre que, vous savez, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui sont dans la gouvernance, qui on la met dans le cambouis. Et quand on est investi de responsabilité d'État, donc on travaille pour l'intérêt général, il faut savoir ce qu'on fait, réfléchir, sous-peser et décider. Mais c'est comme ceux qui sont, on va avoir un match de football aujourd'hui, vous avez ceux qui sont sur la pelouse et ceux qui sont tout autour. Et ceux qui sont tout autour jouent mieux que le joueur parce qu'ils disent on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça. Le sélectionneur, il est tout le temps attaqué, il ne fallait pas qu'il mette celui-là à la place de celui-là. Donc vous savez, on est capable de recevoir toutes les critiques. On est capable d'entendre tout. Tout est entendable. Quand on nous accuse de ne pas défendre le pays, de ne pas être patriote, ça c'est inacceptable. Donc moi je voudrais que l'on dise que le gouvernement comorien est à la tâche. Elle n'est pas facile. Vous avez des gouvernants qui viendront peut-être dans les années à venir ou dans les moments quand les élections l'auront décidé, mais nous ne serons pas là pour critiquer, nous serons là en apport pour dire que c'est un problème national de tous les Comoriens. On peut avoir son opinion, chacun a son opinion. L'opinion est libre en Union des Comores, l'expression est libre. Nous n'allons pas faire la police de la pensée ni de l'expression. Chacun sait ce qu'il veut, mais il y a un moment où nous devrions ne pas céder à la provocation des uns et des autres, parce que c'est aider Mayotte à rester éternellement français. Nous avons entendu bien des choses cette semaine, en l'occurrence les 150 millions d'euros pour empêcher les déplacements, tout ça. Même le président du Sénat, Gérard Larcher, il l'a souligné, en plus les élus mahorais. Donc moi je voudrais juste savoir, parce qu'il y en a qui disent, ils ont vendu. On sait que ce n'est pas une vente, on sait que c'est une... Mais on sait aussi comment il faut faire des affaires avec la France à travers l'AFP. On sait comment ça se passe. Mais il y en a qui ne comprennent pas justement ces procédures. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer, parce qu'on a tendance à accuser les autorités comoriennes d'avoir empoché de l'argent pour empêcher ces déplacements, alors que c'est toujours une sorte de passage. Oui, mais nous sommes véritablement un État fragile, mais nous ne sommes pas à vendre. Le patriotisme ne se vend pas et ne s'achète pas.
La souveraineté ne se vend pas ou ne s'achète pas. Vous avez vu ce qui s'est passé quand on a vendu la nationalité comorienne. Le drame que ça a causé et le tort que ça a causé au gouvernement et au pays et aux habitants. On a été obligé de faire un procès pour que chacun s'explique, que la vérité éclate. Donc cet argent-là dont on parle, avec beaucoup de gargarisme et de volonté, ça rentre dans le cadre de la coopération entre la France et les Comores. La France a toujours aidé les Comores dans son développement. Ça, tout le monde le sait. Nous avons des accords de coopération. L'argent peut passer par l'AFD ou par d'autres canaux, mais c'est de l'argent qui est dirigé vers des projets. Donc, on n'allait pas vendre, bâillonner notre expression, notre volonté. Donc, tout le monde parle de cet argent-là qui n'est pas encore décaissé totalement. Donc, il y a des projets, on étudie les projets, on voit leur bancabilité, etc. Et puis, finalement, l'argent est sorti pour faire ces projets-là, pour les Comoriens. Donc, ce n'est pas de l'argent qui a été donné, empoché pour que les gens se taisent. Donc, mais quand on n'a pas d'argument, moi je connais des gens ici qui sont des politiciens qui ont géré hier et qui n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Donc, ils traînent des casseroles. Mais c'est très facile parce que moi je ne viendrai pas ici dire ce qu'on fait les uns les autres, ce n'est pas le sujet. Mais ils devraient se faire une autocritique et ne pas dire n'importe quoi parce qu'ils veulent gouverner demain. Donc, faire du populisme, insulter la France, croire que la France peut nous demander d'acheter notre silence, etc., c'est véritablement insulter le partenariat. Et on a besoin de partenariat. Monsieur l'ambassadeur, vous avez justement souligné un point très pertinent concernant l'argent. La monnaie comorienne, justement, est affiliée à la Banque française. Alors, nous avons entendu encore une fois des messages de chantage dans les médias français cette semaine par rapport justement aux mesures prises par les autorités comoriennes. Est-ce qu'il n'est pas temps de rompre justement la monnaie comorienne ? Mais nous n'avons pas des réserves de devises suffisantes pour soutenir la monnaie. Nous ne sommes pas les seuls. Hein. Vous avez la zone CFA, etc. Il y a beaucoup de monnaies qui sont adossées à l'euro, donc la monnaie de l'Europe, et qui sont adossées au trésor français. Nous ne sommes pas les seuls. Et ce n'est pas une honte. Tout dépend de la force économique et de la force financière du pays. Donc nous ne sommes pas le seul. C'est des choses que l'on peut dire tout facilement, essayer de comprendre, les économistes comprennent, les dirigeants, tout le monde, ceux qui veulent avoir des explications. Donc ça fait partie du chantage qui est lancé par ceux qui croient trouver le remède miracle et la solution miracle qui fera que, ou qui feront que, voilà, nous allons céder pour qu'on ne parle jamais de Mayotte, etc. On doit se taire. Parce que pour les autorités, les dirigeants, les élus mahorais, il faudrait nous chicoter, nous tabasser, nous attacher, nous traîner par terre, parce que nous dépendons de la France, parce que ceci, parce que cela. Nous sommes un État souverain, on a des accords de coopération avec la France. La France a été en compagnonnage avec les Comores, je le disais, pendant 150 ans d'abord. Il ne faut pas s'étonner que nous ayons des relations suivies et régulières. C'est tout à fait naturel. Les Comoriens, quand ils vont en vacances, quand ils veulent émigrer, ne vont pas à Londres, ne vont pas aux États-Unis, ils viennent en France. Et c'est de raison. Donc là, il faut toute raison garder, poser les pieds, et puis finalement, ne plus être dans dans le vent, et puis dans des évolutions intellectuelles, voilà, j'allais dire fascistes, intellectuels ou simplistes, qui font que finalement, on n'est pas dans la vérité. La vérité, c'est que nous aurons des relations solides avec la France. Sur la question de Mayotte, nous parviendrons à une solution. C'est inscrit dans le temps, c'est inscrit dans l'histoire, dans l'évolution du monde, dans les relations internationales telles qu'elles sont. Donc, essayez de dire, ouais, coupons ceci, faisons cela, soutirons la nationalité, donnons pas de visa, etc. C'est pas dans la culture de la politique française et dans les relations internationales telles que le comprennent les Français et le gouvernement français d'agir comme ça. Ça ne se fera pas. Puisque les Français, ils ont une vision humaniste et globale du partenariat international. Donc, ce ne sont pas les Français qui vont dire « les Mahorais nous ont dit de faire ceci, de faire cela ». Quand on entend ça, on voit le degré d'intelligence et le degré de maturité de ceux qui ont en charge la représentation de Mayotte. On reste dans cet angle-là, mais pas la monnaie. Le président Azali, justement, a déposé un texte sur le code électoral qui prévoit que les prochains candidats à l'exécutif des Comores ne devraient pas justement, soit ils devraient renoncer à une des nationalités s'ils sont des binationaux, françaises en l'occurrence et comoriennes. Certains ont hué, d'autres
ont embrassé justement cette idée. Moi, personnellement, j'avais dit dans mes vidéos que, vu les chantages qu'on entend aujourd'hui dans les discours, peut-être qu'on devrait élargir au niveau soit du gouvernement tout entier ou au niveau justement des gouvernorats. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vraiment cette idée justement ne devrait pas justement être mise à l'exergue par rapport à ce qui se passe? Vous savez, cette loi a été faite non pas parce que le président ou le gouvernement ont peur de l'opposition ou parce qu'on ne veut pas aller en compétition avec une certaine élite qui serait franco-comorienne. La question ne se pose pas de cette façon. Tous ceux qui ont la nationalité française et comorienne ne font pas de politique. Nombreux ne sont pas politiciens. C'est une poignée d'individus, c'est une poignée de personnalités. Mais la question qui s'est posée, c'est sécuriser la fonction présidentielle. Comme nous sommes un État fragile, à un moment où il y a un bouleversement des relations internationales, l'ordre international de 1945 s'éteint. On va vers un nouvel ordre qui n'a pas encore montré le visage, qui ne s'est pas encore défini. On est dans un bouillonnement. Le multilatéralisme est cassé. Il faudra tout reconstruire. À ce moment-là, il ne faudrait pas fragiliser la fonction présidentielle au Comores. C'est-à-dire que quand on aura un problème avec la France ou avec un autre pays, il ne faudrait pas que l'on dise que la décision qui a été prise a été dictée parce que la personne qui gère la présidence, qui est président, qui est chef de l'État, a une double nationalité ou il a essayé de jouer sur les deux pieds, etc. Donc c'est protéger la fonction présidentielle. Que l'on dise qu'il ait pris une décision qui n'est pas juste ou qui ne correspond pas à certaines réalités, c'est de bonne guerre quand on est dans l'opposition. Mais qu'on l'accuse d'avoir trahi parce qu'il serait français ou anglais et comorien, véritablement, ça portera un doute sur la fonction présidentielle. Donc c'était pour sécuriser la fonction présidentielle. Est-ce qu'on ne devrait pas l'élargir? Non, mais élargir, cela ne voudrait pas dire que les binationaux ne se tiendraient pas ou ne feraient pas de politique. La preuve, on peut être binational, être ministre, être chef de parti, être ceci, être cela. Ce n'est pas interdit. Participer activement à la vie politique du pays, être dans le microcosme politique. Mais ce qui est dit, c'est que quand on a la double nationalité, il faut renoncer à la nationalité étrangère pour être uniquement de nationalité comorienne, pour protéger la fonction présidentielle, c'est ce que je viens de vous dire. Mais on n'a pas interdit aux binationaux de faire de la politique ou d'être politiciens. Donc, ça concerne quelques personnes. Il ne faudrait pas généraliser, parce que moi, j'ai tout entendu ici. Donc, c'est pas ma sœur qui est à Mayotte, qui est à Marseille, ou mon frère qui est ceci, qui est cela, qui a été exclu de la fonction présidentielle. Non, on a dit, on sécurise la fonction présidentielle. Nous sommes à un moment de la vie internationale qui est un moment de chaleur, de tension, et de bousculade. Il faudrait que l'on laisse le président dans une entière liberté pour qu'on ne l'accuse pas d'avoir trahi et d'avoir joué sur une nationalité, etc. Parce qu'on sera appelé à un moment donné de prendre des décisions difficiles quand on est chef d'État. Donc il faudra que l'on dise, ouais, parce que voilà, parce que la France, parce que ceci, parce que cela, on a voulu quand même limiter les accusations possibles pour qu'il ne soit pas accusé de trahison, alors que véritablement il a agi pour l'intérêt national. Monsieur l'ambassadeur, on s'avance justement entre la diaspora comorienne et la politique comorienne. Est-ce qu'il serait possible que les électeurs, ou bien les Comoriens de la diaspora, de France en particulier, parce que c'est le plus dense, pourraient espérer voter dans les prochaines élections? La Constitution le dit, le Code électoral, justement. Toutes les décisions. Mais vous savez, il y a des étapes à franchir. Ceux qui l'ont fait, les Maliens, les Algériens, c'était un long processus. Parce que de toute façon, il faudra déterminer le corps électoral. Je ne vous cache pas, j'ouvre un registre ici, je dis les gens viennent s'inscrire. Qui viendrait? Quel nom? Quel lieu de naissance? Voyez un peu Bon, ça c'est un. Je ne rentre pas dans les détails. Deuxièmement, ceux qui sont sans papier. Parce qu'il y a on le dit, que certains Comoriens sont ici sans papier. On le dit. Et si ces gens-là